Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette conférence sur les mémoires des mythes révolutionnaires. On pourrait penser que les mythes révolutionnaires sont des vieilles lunes qui n'intéressent que les historiens. Le but de cette conférence, c'est de vous montrer au contraire que ces mythes révolutionnaires sont dans notre actualité et qu'ils sont au cœur de la bataille politico-littéraire de l'histoire, des mémoires de l'histoire, qui est en train de se dérouler, grosso modo, entre la droite, extrême droite, et la gauche. S'il fallait deux faits pour montrer cette actualité, je pense par exemple aux polémiques suscitées lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques par l'image qui montrait la reine Marie-Antoinette décapitée, tenant sa tête dans les mains, chantant le Ça ira. Ça avait fait scandale, il y a eu beaucoup de polémiques autour de cela. Je pense également au succès actuel des spectacles du Puy du Fou, lieu créé par Philippe de Villiers, et ces spectacles donc réécrivent l'histoire d'une façon donc qu'il est tout à fait intéressant et urgent d'interroger. Ce ne sont pas les seuls spectacles actuels dans cette perspective. Je pense également au spectacle de Moulins, soutenu par le milliardaire Pierre-Édouard Sérrin, qui vont quelque peu dans le même sens, une réécriture du roman national, réécriture donc de l'histoire. Nous partirons du livre, du roman qui est sans doute le plus grand des romans révolutionnaires de la littérature française, donc le roman de Victor Hugo, 93. Et dans un deuxième temps, donc, nous en viendrons au débat des mémoires de ces mythes révolutionnaires dans notre actualité. Nous verrons ce que deviennent ces mythes évoqués par Hugo dans notre actualité. Ce roman de Hugo a été publié en 1874. C'est le dernier des 9 romans écrits par Victor Hugo. Il a alors 72 ans. Hugo pense à écrire ce roman de la Révolution depuis au moins une douzaine d'années. Ce qui va précipiter l'écriture, c'est un événement, la Commune de Paris. Cet événement donc, de mai 1871 et sa répression sanglante par Thiers. Cette Commune de Paris fait songer à un épisode de la Révolution de 89, c'est l'année 93 et la terreur. On compare les violences de la Commune à cette terreur de l'année 93. La France prend peur, la Troisième République est en danger, Hugo a peur, beaucoup avec lui ont peur de voir la royauté être rétablie, et Hugo pense qu'il est urgent donc d'écrire un roman pour défendre donc cette révolution française malgré la terreur de 93 et de manifester ainsi donc la puissance de cet événement avec un grand E. C'est l'événement qui scinde l'histoire de la France en deux parties, donc de défendre cette révolution française. Il se retire pour cela à Guernesey et en 6 mois, il écrit ce roman tellement il le portait d'une certaine manière déjà donc en lui. Et donc, cette écriture du roman est plus politique finalement qu'historique. Il s'agit de sauver la République en défendant les acquis de la Révolution. Donc, ça n'est pas vraiment un roman historique, mais un roman à urgence politique qu'écrit Hugo avec 93.
Alors, dans un premier temps, donc, je voudrais étudier dans ce roman quelques-uns de ces mythes révolutionnaires. Je définis ces mythes comme des constructions par le langage, par l'imaginaire, de figures. Robespierre, par exemple, est un mythe révolutionnaire. Il s'agit aussi d'événements. La guerre de Vendée est un mythe révolutionnaire. Il s'agit également d'objets. La guillotine est un mythe révolutionnaire. Donc il s'agit de voir comment sont traités, mis en scène, donc ces mythes révolutionnaires dans ce roman donc, de Hugo. Alors je voudrais partir tout d'abord donc des mythes révolutionnaires qui tournent autour de la Vendée. Ce roman de Hugo raconte donc un moment de la guerre de Vendée. Hugo dit de la Vendée que c'est un mot illustre et noir, c'est-à-dire que c'est un mot énigme. Hugo écrit pour essayer d'éclaircir quelque peu les grands mots énigmes. C'est un écrivain pensif, Hugo, et il veut donc jeter des lueurs autour de certains de ces mots illustres et noirs, comme la pensée. Hormis la partie centrale du roman qui se déroule à Paris, les deux autres parties donc, se déroulent en Vendée. Et donc la Vendée est omniprésente. C'est la Vendée au sens très flou sur le plan géographique, c'est l'Ouest en réalité. Hugo ne distingue pas la Bretagne et la Vendée à proprement parler. C'est tout l'Ouest qui est compris dans cette histoire donc, de la Vendée. Le roman commence par l'évocation du bois de la Saudrée, où le bataillon du Bonnet Rouge donc, va être victime d'une embuscade, et le roman va se terminer par l'assaut donné à la forteresse fictive de la Tourgue. Donc ça commence et ça finit en Vendée, et il y a le centre, donc le sommet qu'est Paris, au centre donc, du roman. C'est une géographie qui met en œuvre des lieux réels. Il y a des noms qui appartiennent à la géographie, qui sont cités. On est à Dole, on est à Avranches, on est à Nantes, etc. Mais il s'agit là d'effets de réel, dans la mesure où Hugo transfigure cette Vendée, la métamorphose. C'est une Vendée imaginaire, mythifiée, à laquelle on a affaire dans le texte. Par exemple, la forteresse de la Tourgue, qui joue un rôle majeur dans le roman, n'existe pas. C'est une forteresse inventée par Hugo, et c'est le cas également de l'embuscade que va subir le bataillon du Bonnet Rouge, qui est également inventé donc par Hugo. Alors cette terre de la Vendée, donc Hugo en fait un mythe révolutionnaire, et c'est un mythe du passé. Ça va être le pôle négatif de la Révolution que cette Vendée. Alors cette Vendée, Hugo l'évoque comme une terre de beauté. Il y tient effectivement à cette Vendée, parce que sa mère est une Vendéenne, sa maîtresse Julienne Drouet est également originaire d'une famille de Vendée, donc il y tient affectivement à cette Vendée, il est sensible à sa beauté qui est évoquée dans le texte. Le roman se déroule sur une période extrêmement limitée de la guerre de Vendée. La période évoquée par le roman, c'est la période qui va de mai 1793, de fin mai 1793 à fin août 1793. Donc le printemps, l'été, c'est la période évoquée dans le texte. Et donc ce sont des saisons qui se prêtent donc à l'évocation de la beauté. Et donc la Vendée, c'est un pays de légende, c'est un pays d'histoire qui remonte loin dans l'imaginaire. Lantenac, qui incarne la beauté, est prince des 7 forêts. Ces 7 forêts
qui sont les 7 forêts noires de Bretagne. Ce sont les forêts qu'évoque Chrétien de Troyes dans les romans de la Table ronde. Donc on est dans l'imaginaire, dans le mythe de la Vendée, qui remonte aux chevaliers du roi Arthur, etc., aux chevaliers de la Table ronde. La Vendée est belle, c'est une nature sauvage qui est évoquée là. Le printemps est évidemment extraordinaire par son explosion végétale évoquée dans le texte. Et donc Hugo évoque les parfums, les fleurs, etc. Et tout cela donc se mêle aux combats qui sont évoqués, les oiseaux gazouillés au-dessus des baïonnettes, par exemple, écrit Hugo. C'est une beauté divine que la beauté de cette nature, et cette beauté divine de la nature fait ressortir encore davantage l'horreur de la lutte des hommes. La nature est impitoyable, dit Hugo, elle accable l'homme du contraste de la beauté divine avec la laideur sociale. L'homme tue, l'été reste l'été. Donc, terre de beauté, mais derrière cette beauté, c'est une Vendée inquiétante. C'est une Vendée qui est un piège dans la mesure où la terre de Vendée, le territoire de Vendée, est un territoire, est un pays auxiliaire de l'insurrection. C'est une nature qui sert la révolte contre la révolution. Cette Vendée, c'est une terre d'obscurité, de silence. Les bois, on n'y voit jamais clair, dit Hugo. Le bataillon de la Saudrée, le bataillon du Bonnet Rouge avance dans le bois de la Saudrée, où il ne fait jamais clair, dit le texte. Et donc l'embuscade est partout, dans ces raccourcis qu'aime bien Hugo, il écrit « La forêt est une embuscade ». Donc le danger est absolument partout. Et d'autre part, ce pays est un pays souterrain. Il y a la surface, mais il y a le sous-sol, et le sous-sol, le danger y est absolument partout. C'est un monde labyrinthique de galeries, de sentiers, de ravins, de cachettes. C'est une espèce d'antiville. Paris, qui est évoqué au centre du roman, c'est la ville, les rues sont gorgées de monde. Tout le monde vit en surface. La foule est nombreuse. En Vendée, on ne voit personne. Tous les paysans insurgés sont cachés dans le sous-sol de cette terre. Et l'ennemi peut surgir de toutes parts. L'ennemi guette et peut surgir pour une embuscade de toutes parts. Et cet ennemi est assimilé aux taupes et aux serpents qui grouillent de partout dans ce souterrain. Donc on voit comment Hugo crée le mythe de la Vendée à partir d'images. Dans la mesure où il y a des taupes et des serpents, il dit que ce monde animal rejaillit sur les hommes, et donc ça veut dire que ces hommes qui grouillent en Vendée sont eux aussi donc des taupes et des serpents qui guettent, donc un monde tout entier dangereux. Mais surtout, cette Vendée, c'est le monde de l'ancien monde. C'est le refuge de l'ancien monde. La Vendée est une région enfermée dans l'histoire ancienne, fermée au progrès, fermée à la raison, fermée à toute évolution. Il y a là un particularisme provincial qui s'oppose à la nation. Hugo écrit « Pays, patrie », ces deux mots résument toute la guerre de Vendée, querelle de l'idée locale contre l'idée universelle, paysan contre patriote. Et donc, cette Vendée, c'est une Vendée archaïque, c'est une Vendée réactionnaire, contre-révolutionnaire, c'est la Vendée des clochers, avec le poids de la religion, et c'est la Vendée du Mont Saint-Michel, ce rocher devenu citadelle de Dieu que l'on voit au loin.
c'est un pays qui est sourd. Hugo évoque la surdité terrible de la Vendée à 1789. C'est le refuge de l'obscurantisme. Par la langue, on n'y parle pas français, on y parle patois, hein, le breton. C'est la misère, c'est l'ignorance, ce sont des valeurs dépassées. Et ce que met en valeur surtout Hugo, c'est la soumission de ces paysans vendéens à trois autorités: l'autorité des prêtres de la religion, l'autorité du seigneur, l'autorité de la féodalité, et l'autorité du roi. Ces paysans vivent à genoux. À genoux, c'est la position de ces paysans. Ils sont soumis. C'est une masse soumise donc à ces autorités. Almalo, par exemple, qui est un des auxiliaires de Lantenac, Almalo, donc, est le serviteur entièrement soumis à Lantenac, alors que Lantenac a fait mettre à mort son frère, parce que son frère avait, sur le bateau sur lequel est arrivé Lantenac, avait mal arrimé le canon, et que donc il n'avait pas rempli son rôle de manière correcte, rigoureuse, et donc pour cela, Lantenac l'a fait mettre à mort. Et pourtant, son frère Almalo est entièrement soumis à Lantenac, qu'il prend pour un véritable dieu. Donc on voit que ce sont des paysans entièrement soumis, et c'est encore pire pour l'autre auxiliaire de Lantenac, qui s'appelle Immanus. Immanus est en relation avec le latin immanis, qui signifie horrible, effroyable, terrible. C'est un monstre physique, et c'est une véritable âme damnée de Lantenac, entièrement soumis à ce dieu qu'est pour lui Lantenac. Donc ce sont des paysans entièrement écrasés, soumis donc à ce peuple. Et d'autre part, ce monde vendéen, c'est un monde qui trahit la patrie, puisque Lantenac arrive sur un bateau anglais, que les Anglais soutiennent les émigrés, et que Lantenac, donc c'est un émigré qui arrive en terre de Vendée pour prendre la tête de l'insurrection vendéenne, et donc la Vendée trahit la France en s'alliant donc avec les Anglais. Donc cette Vendée, c'est un lugubre malentendu, dit Hugo. C'est un monde qui est incapable d'accueillir la libération apportée par la Révolution. Les Vendéens sont des aveugles qui sont incapables de recevoir la lumière apportée par la Révolution. Ils sont la contre-révolution, et la contre-révolution, c'est un contresens, aux deux sens du terme contresens. Ça marche à l'envers. La Vendée marche vers l'arrière, alors que la Révolution marche vers l'avant, donc elle est à contresens, et c'est un contresens parce que c'est absurde, ça n'a pas de sens. Donc il n'y a pas de direction, c'est pas la bonne direction, et c'est pas la bonne signification qu'a la Vendée. Le symbole de la Vendée, c'est la forteresse de la Tourgue, imaginée par Hugo. C'est une forteresse fictive, imaginée par Hugo. C'est le berceau de la famille de Lantenac, le berceau de la famille des Gauvin. Et cette forteresse, c'est l'image du Moyen-Âge. L'Ancien Régime est enraciné dans le Moyen-Âge, et cette forteresse, c'est un monstre de pierre où il y a des oubliettes, où il y a des salles de torture, où il y a des escaliers tortueux, labyrinthiques, où il y a des portes secrètes. Et donc c'est une architecture complètement archaïque. C'est la forteresse du Moyen-Âge. La Vendée, c'est le Moyen-Âge. C'est le monde ancien, c'est le monde totalement ténébreux, tourné vers l'arrière. Il y a bien une bibliothèque dans cette forteresse qui contient les archives de la famille des Gauvin, mais cette bibliothèque, elle va être
incendié, et Lantenac pense pique-pendre de la lecture, ceux qui lisent sont des hommes dangereux, il défend l'ignorance, on est soumis que quand on est ignorant, donc c'est une bibliothèque qui est rejetée par Lantenac, qui est considérée comme dangereuse. Et cette forteresse de la Tourgue, c'est la forteresse donc, où les enfants, les 3 enfants de Michel Fléchard, vont être retenus en otage. Donc c'est une forteresse qui devient prison. C'est une forteresse qui va être détruite par la Révolution, puisqu'elle va être brûlée et canonnée. Et donc au moment où le narrateur écrit, il dit que cette forteresse n'existe plus. Donc c'est vraiment l'incarnation d'un monde passé, archaïque, que la Révolution donc va balayer. Alors pour construire ce mythe de la Vendée, ce mythe donc de la Vendée, représentation du passé, mémoire du passé, Hugo se livre à un certain nombre d'opérations narratives que je voudrais évoquer rapidement. La première de ces opérations de Hugo, c'est qu'il choisit dans l'évocation de la guerre de Vendée la période qu'il arrange, la période qui lui est la plus favorable pour construire la mémoire qu'il veut représenter. De fin mai à fin août 1873, on est tout au début de la guerre de Vendée, qui dans un premier temps va durer jusqu'en 1995, c'est la première paix de Vendée, et puis après cette guerre reprendra, et il faudra attendre Bonaparte, le consulat de Bonaparte, pour voir cette guerre de la Vendée s'arrêter seulement en 1799. Donc on est tout au début, et c'est une toute petite période de la guerre de Vendée qu'évoque Hugo, et c'est la période où on est encore pas véritablement dans la pire des terreurs, ce qu'on appelle la terreur, les horreurs, les exactions et les crimes accomplis par les révolutionnaires en Vendée datent de la fin 1793 et début 1794, en particulier les fameuses noyades provoquées par Carrier. On faisait mettre les prisonniers sur de grands bateaux au milieu de la Loire, et on faisait couler ces bateaux après avoir lié les membres, les mains de ces prisonniers. Donc ça pouvait aller jusqu'à 300 prisonniers qui étaient engloutis donc en même temps sur un bateau. Donc on exécute les prisonniers comme ça. Donc ça c'est fin 93, début 94. Il y a aussi dans cette dernière période de l'année 93 les fameuses colonnes infernales qui brûlent tout sur leur passage, qui volent, violent, etc. Donc ce sont des exactions absolument terribles. Hugo les évoque dans son texte, mais il n'a pas à les représenter, à en donner des images, puisque c'est hors de sa chronologie. Et la période qu'il évoque, c'est la période où les Vendéens remportent des victoires au début. L'armée républicaine est très mal commandée, elle n'a pas de véritable stratégie, elle est très mal armée, elle n'a pas d'intendance, elle vit sur le terrain comme elle peut, et donc au début elle subit des défaites. Et donc la période évoquée par Hugo, c'est plutôt la période où ce sont les Vendéens qui sont représentés en train de commettre des exactions plutôt que les républicains. Donc il choisit une période particulièrement favorable. Le récit est orienté chez Hugo. Mais les horreurs sont bien partagées dans les deux camps, dans le roman. Il y a dans les deux camps ce qu'on appelle aujourd'hui des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. C'est commis aussi bien dans le camp des Vendéens que dans le camp des républicains, mais la représentation n'est pas la même. Ce qu'on représente des Vendéens, c'est le massacre de l'Herbe en Paille, où on voit Lantenac faire massacrer toute une partie du bataillon du Bonnet Rouge.
massacrer des femmes et prendre en otage des enfants. Donc on voit, c'est une image qui est donnée, alors que les noyades de Carrier sont simplement évoquées, mais pas représentées sous la forme d'images. Et surtout, Hugo donne du bataillon du Bonnet Rouge une image extrêmement favorable. Le bataillon du Bonnet Rouge, ce sont des rescapés de Jemmapes et Valmy, les grandes victoires prestigieuses aux frontières de la France contre les armées ennemies qui menaçaient donc d'envahir la France. Donc c'est un bataillon de sans-culottes. Bon, le bataillon de sans-culottes était réputé pour sa sauvagerie. Les sans-culottes passaient pour des bouchers. Or, le bataillon du Bonnet Rouge de Hugo, c'est un bataillon extrêmement débonnaire, commandé par un personnage tout à fait positif. Il s'appelle Radoub, Adoubé ou Radoubé, donc c'est celui qui va admettre Michel Fléchard comme citoyenne de la République alors qu'elle est vendéenne. Son mari est mort en combattant pour les Vendéens, et donc lui la fait rentrer comme citoyenne, l'admet comme citoyenne, il l'adoube comme citoyenne, et il fait des 3 enfants de Michel Fléchard des orphelins de la République. Ils deviennent des enfants qui entrent dans la République comme les enfants de la République. Donc c'est une représentation de la fraternité que ce bataillon du Bonnet Rouge, qui accueille les pauvres, qui accueille les faibles, les humbles. C'est les valeurs républicaines qui sont affirmées à travers ce bataillon du Bonnet Rouge. Et à l'inverse, Hugo va représenter le personnage de Lantenac, qui est le personnage qui incarne la Vendée, comme il le dit. Il va le représenter comme le pôle négatif de la Vendée. Il s'oppose en tout à Radoub et à ce bataillon du Bonnet Rouge. Il y a des chefs vendéens réels qui sont évoqués dans le texte. Il est question de Charette ou il est question de Jean Chouan, mais le personnage de Lantenac est un personnage fictif qui incarne la Vendée. C'est toute la Vendée qui est incarnée par ce personnage dit Hugo, mais c'est un personnage imaginaire. Et ce personnage de Lantenac est présenté comme l'homme du passé. C'est l'homme de l'Ancien Régime, c'est l'homme de la contre-révolution. Pour lui, la révolution n'est que niaiserie, comme il le dit, et il incarne toutes les valeurs de la Vendée, la féodalité, la royauté, la religion. C'est un vieux, il a 80 ans, alors que Gauvin, le chef républicain, c'est un jeune homme, une espèce d'archange, il est beau comme un dieu, vierge, donc sont les héros de Ken Hugo, les héros quelque peu féminins, à l'allure un peu féminine, donc Gauvin, alors que Lantenac est présenté comme un vieillard enraciné dans le château de la Tourne, dans cette forteresse du Moyen-Âge. C'est un homme du XVIIIe siècle, c'est un aristocrate du XVIIIe siècle, dit le texte. C'était un homme à femme, un ancien homme de plaisir. C'est un homme qui incarne les plaisirs de l'Ancien Régime. C'est le libertin cynique de l'Ancien Régime. On peut penser au duc de Laverdière dans Madame Bovary, mais lui, il est gâteux, le duc de Laverdière. Lantenac, lui, n'est pas gâteux, au moins, mais le duc de Laverdière, Flaubert dit, il couchait dans le lit des reines. Et donc, Madame Bovary est complètement extasiée devant ce duc de Laverdière. Donc Lantenac, c'est comme lui, un homme à femme, un homme libertin du XVIIIe siècle,
homme de l'Ancien Régime. C'est un émigré, il arrive sur un bateau anglais, donc il a trahi, lui aussi, il a trahi, et il fait preuve d'un obscurantisme idéologique absolument total. Hein, les philosophes sont pour lui des bélîtres, ce sont les responsables de la Révolution, que les philosophes, Rousseau, Voltaire, sans eux, il n'y aurait pas eu de révolution, dit-il. Les livres font les crimes, dit-il. Lire, c'est catastrophique, ça fait les criminels, ça bouleverse l'ordre établi. Donc c'est un réactionnaire total que ce Lantenac, qui défend l'ordre établi, qui défend l'immobilité la plus radicale. En cela, donc, il est le diable, Satan, l'incarnation du mal, dans la représentation donc, qui est donnée par le texte. C'est un inexorable, un implacable, hein, c'est un homme sans pitié, c'est un homme de fer. Il le montre en faisant exécuter Almalo dès son arrivée en Vendée. Il inspire la fascination et la crainte à tout le monde. Il incarne une violence inhumaine. C'est un prince d'acier, dit le texte. C'est un féroce. Sa devise, c'est pas de quartier. Il pense incarner le bien contre le mal de manière absolue. Il pense être l'instrument de Dieu contre le mal qu'est pour lui la révolution. Et donc c'est un personnage qui va passer par-dessus les liens de la parenté pour réaliser la loi. Il fait condamner Gauvin malgré la parenté qu'il a avec lui, puisque Gauvin est son petit-neveu. Il ne tient pas compte de la parenté. Pour lui, l'idéologie, la loi est supérieure donc à cela, et il n'épargne ni les femmes qu'il fait massacrer, ni les enfants qu'il prend en otage à la tourgue. Donc c'est un personnage qui représente tout ce que la Vendée incarne donc de monde fermé absolument à toutes les valeurs de la Révolution, monde radicalement archaïque. Une rédemption quand même, parce que Hugo pense que tout monstre est capable de rédemption, et donc Lantenac le montre à la fin, puisque le cri poussé par la mère, Michel Fléchard, en voyant que ses enfants vont brûler dans l'incendie de la bibliothèque, fait qu'il va aller sauver ses enfants. Donc tout monstre pour Hugo peut avoir un moment de retour à l'humanité. C'est ce que fait Lantenac. C'est un moment, puisque quand Gauvin le libère pour cet acte qu'il trouve sublime, au prix de sa vie, puisque Gauvin va être condamné à mort pour avoir libéré Lantenac, il n'aura pas un mot pour Gauvin. Le dernier mot de Lantenac, c'est « ma foi », et il se retrouve libre. Donc il a eu un éclair un éclair d'humanité qui semble vite oublié dès qu'il est libéré de prison. Voilà donc ce premier mythe construit par Hugo, ce mythe de la Vendée archaïque, construit par tous ces moyens narratifs que je viens d'essayer de vous montrer. Donc, première lecture, c'est une lecture qui évoque l'arrivée de Lantenac en Vendée. Lantenac vient d'arriver, sa tête a été immédiatement mise à prix par Gauvin, on doit l'arrêter et le fusiller immédiatement. Au moment où commence le texte que va lire Mélina, il pense être découvert et il s'offre immédiatement en homme
héroïque à être fusillé, mais il se révèle que les gens qui l'entourent sont en réalité des paysans insurgés qui vont le reconnaître immédiatement comme un chef absolu, le consacrer comme chef. Et subitement, autour de lui, et de tous les côtés à la fois, le fourré se remplit de fusils, de baïonnettes et de sabres. Un drapeau tricolore se dressa dans la pénombre. Le cri « Lantenac !» éclata à son oreille. Et à ses pieds, à travers les ronces et les branches, des faces violentes apparurent. Le marquis était seul, debout sur un sommet, visible de tous les points du bois. Il voyait à peine ceux qui criaient son nom, mais il était vu de tous. S'il y avait 1000 fusils dans les bois, il était là comme une cible. Il ne distinguait rien dans le taillis que des prunelles ardentes fixées sur lui. Il ôta son chapeau, en retroussa le bord, arracha une longue épine sèche à un ajonc, tira de sa poche une cocarde blanche, fixa avec l'épine le bord retroussé et la cocarde à la forme du chapeau, et, remettant sur la tête le chapeau dont le bord relevé laissait voir son front et sa cocarde, il dit d'une voix haute, parlant à toute la forêt à la fois, « Je suis l'homme que vous cherchez. Je suis le marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, prince breton, lieutenant général des armées du roi. Finissons-en. Anjou, feu !» Et écartant de ses deux mains sa veste de peau de chèvre, il montra sa poitrine nue. Il baissa les yeux, cherchant du regard les fusils braqués, et se vit entouré d'hommes à genoux. Un immense cri s'éleva. « Vive Lantenac! Vive Monseigneur! Vive le général !» Et en même temps, des chapeaux sautaient en l'air, des sabres tournoyaient joyeusement, et l'on voyait dans tout le taillis se dresser des bâtons au bout desquels s'agitaient des bonnets de laine brune. Ce qu'il avait autour de lui, c'était une bande vendéenne. Cette bande s'était agenouillée en le voyant. La légende raconte qu'il y avait dans les vieilles forêts thuringiennes des êtres étranges, race des géants, plus et moins qu'hommes, qui étaient considérés par des Romains comme des animaux horribles et par les Germains comme des incarnations divines, et qui, selon la rencontre, couraient la chance d'être exterminés ou adorés. Le marquis éprouva quelque chose de pareil à ce que devait ressentir un de ces êtres quand, s'attendant à être traité comme un monstre, il était brusquement traité comme un dieu. Tous ses yeux pleins d'éclairs redoutables se fixaient sur le marquis avec une sorte de sauvage amour. Cette cohue était armée de fusils, de sabres, de faux, de perches, de bâtons. Tous avaient de grands feutres ou des bonnets bruns, avec des cocardes blanches, une profusion de rosaires et d'amulettes, de larges culottes ouvertes aux genoux, des casaques de poil, des guêtres en cuir, le jarret nu, les cheveux longs, quelques-uns l'air féroce, tous l'air naïf. Donc, deuxième perspective, deuxième mythe que je voudrais analyser, c'est le mythe inverse, donc de la révolution et de la terreur à l'intérieur de cette révolution, donc en antithèse complète avec le mythe de la Vendée que je viens d'analyser. La révolution est construite comme un véritable prodige dans le texte. Autant la Vendée est un monde figé sur le passé, archaïque, complètement fermé à toute nouveauté, la Révolution, au contraire, ouvre à une ère nouvelle. C'est le mythe des commencements. Tout commence. La Révolution, c'est ce qui, dans la ligne du temps, marque une rupture entre un avant et un après. Plus rien ne sera comme avant. On ouvre à un nouveau temps, à une nouvelle ère. Et donc le texte se livre à un éloge enthousiaste, un véritable chant d'hommage
à l'œuvre révolutionnaire, à l'œuvre de la Convention, c'est-à-dire de l'Assemblée constituante. Hugo prend un point de vue global, ou le narrateur prend un point de vue global, surplombant, pour dégager donc, ce prodige extraordinaire qu'est la Révolution. Le ton est lyrique, il accumule les hyperboles, les métaphores, pour évoquer cette rupture avec le passé, cette création d'une ère nouvelle. C'est par la Convention que s'ouvrit la grande page nouvelle et que l'avenir d'aujourd'hui commença. Jamais rien de plus haut n'est apparu sur l'horizon des hommes. Et en 93, on est toujours dans les commencements. On décrit souvent la terreur comme le déclin de la Révolution. Ah, les débuts, 89, c'était formidable, mais 93, alors là, c'est le déclin, c'est la catastrophe de la Révolution. Pas du tout chez Hugo. En 93, où nous sommes, les rues de Paris avaient encore tout l'aspect grandiose et farouche des commencements. C'est toujours le commencement en 93. Et donc Hugo évoque le Paris de la Révolution comme un véritable mythe. C'est une ville qui devient mythe. C'est la ville de tous les excès, de tous les contraires, la ville de la démesure, où se déroule la tempête révolutionnaire. La tempête, c'est une métaphore que Hugo aime beaucoup. Il aime l'océan, il aime la mer. Et le roman a d'abord évoqué cette tempête sur la mer, puisque Lantenac est arrivé sur la mer où il y a eu une tempête. Donc la violence de la tempête est dans l'esprit du lecteur. Et cette tempête, elle devient là la tempête révolutionnaire. Les passions, les débats emplissent absolument tout le monde. La rue, la vie quotidienne devient effervescente, devient tempétueuse, alors que les ennemis sont aux frontières au début. On continue à Paris à manger, à travailler, à se divertir, on va au théâtre. Et donc le tragique se mêle à la quotidienneté. C'est ainsi que Paris va et vient. Il est l'énorme pendule de la civilisation. Paris devient la ville phare du monde. C'est même plus la ville de France, la capitale de la France, c'est la capitale du monde, de la civilisation dans le monde. Elle va donner la civilisation à l'ensemble du monde, donc pour Hugo. La salle de la Convention, que Hugo décrit comme une salle géométrique, c'est une salle tout en angle droit et en ligne droite, devient la salle où la tempête soulève tout. Dans cette géométrie, on mit la tempête, écrit Hugo. C'est un monde donc en bascule, un monde qui est en train de se construire. En 93, où nous sommes, les rues de Paris avaient encore tout l'aspect grandiose et farouche des commencements, la phrase que je lisais tout à l'heure. Paris semblait plein d'un déménagement, c'était la démolition de la monarchie qui passait. On dansait dans les cloîtres en ruine. C'est une espèce de carnaval qui renverse absolument tout l'ordre établi. C'est l'avènement du peuple, autre grand mythe révolutionnaire. Le peuple fait irruption sur la scène politique. Jusque-là, au centre, il n'y avait que le roi. Maintenant qu'on a tué le roi au début de 93 et qu'on va tuer la reine quelques mois après, la place est libérée. C'est le peuple qui occupe désormais cette place centrale. Le peuple devient l'acteur de sa propre histoire. C'est la volonté du peuple qui remplace l'autorité royale désormais. Et c'est un peuple qui est une nation libre et souveraine. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure à propos de la Vendée soumise, où tous les paysans étaient soumis à l'autorité. Ici, à Paris, la Révolution, tout le monde devient maître et souverain
devient acteur de sa propre histoire. Donc, il y a là une communauté qui remplit l'espace public de la ville. On vivait en public. Souvenez-vous encore de ce que je disais tout à l'heure à propos de ce monde vide, souterrain, où on ne voyait personne, etc. Ici, tout le monde est dans les rues, on vivait en public, c'est une communauté ouverte, donc désormais, qui est habitée par l'énergie, habitée par la puissance, par la joie. Hugo parle d'une sombre joie en utilisant l'oxymore, l'alliance de deux termes contraires. La joie est là, c'est une sombre joie parce que évidemment les ennemis sont là et le temps est tragique, mais il y a une sombre joie qui soulève donc ce peuple. C'est le triomphe des humbles, le triomphe de ceux qui jusque-là n'étaient rien, contre les puissants et contre les grands. Avant, c'était les aristocrates qui régnaient. Désormais, ce sont les humbles, ce sont les petits, ce sont les sans grade qui occupent tout. Ils détiennent le pouvoir, ils élisent des députés, des représentants, mais en même temps, ils les surveillent. Le texte évoque cette effervescence parisienne où le peuple va écouter dans la salle de la Convention les orateurs qui s'invectivent et qui prennent des décisions, qui prennent des décrets ou des lois, mais Hugo évoque également la manière dont le peuple, quand il n'est pas content, envahit la salle de la Convention pour obliger les représentants donc à procéder autrement. Le peuple avait sur la Convention une fenêtre ouverte, les tribunes politiques, et quand la fenêtre ne suffisait pas, il ouvrait la porte et la rue entrait dans l'Assemblée. Ces invasions de la foule dans ce Sénat sont une des plus surprenantes visions de l'histoire, une des surprenantes visions de l'histoire, des images qui deviennent mythiques de ce peuple contrôlant ses représentants lorsqu'ils ne sont pas satisfaits des lois faites par ses représentants. Et l'œuvre de la Convention est présentée comme une œuvre absolument extraordinaire. C'est une œuvre qui défie l'imagination. 11 210 décrets promulgués, dit Hugo. C'est une accumulation de décisions qui font date dans l'histoire. C'est une réalité absolument extraordinaire que Hugo magnifie par ses métaphores. Ce sont des métaphores cosmiques, c'est la tempête, c'est l'océan, c'est une montagne, c'est un point culminant, c'est une cime que cette œuvre de la Convention. Il y a toutes les métaphores de la création, ça crée de partout, ça génère de partout. En même temps qu'elle dégageait de la Révolution, cette assemblée produisait de la civilisation fournaise, mais forge. Il y a de l'effervescence, mais il en sort quelque chose, c'est une forge qui produit. Dans cette cuve où bouillonnait la terreur, le progrès fermentait. C'est une effervescence créatrice. Il y a toutes les métaphores de la régénération. Jusque-là, le peuple n'était rien, le peuple était humilié, soumis. Il devient tout à coup à l'origine d'un pouvoir, il peut décider de son propre destin, l'humiliation est terminée, on assiste à une nouvelle genèse des hommes. Les hommes deviennent autres, tant tout change dans la vie des hommes. Tout change dans la vie sur le plan personnel, social, politique, culturel, existentiel. C'est toute la vie qui est bouleversée par cela. Le calendrier révolutionnaire change le temps, les lieux sont changés, la convention devient la salle de la convention devient le lieu central qui remplace les lieux de pouvoir royaux, le palais royal ou les Tuileries. Tout change, la devise devient liberté, égalité, fraternité. On déclare
les droits de l'homme et du citoyen, l'abolition de l'esclavage, l'enseignement gratuit et obligatoire, le droit au travail. Donc ce sont les valeurs d'un nouveau monde qui sont produites ici. Mettez cela en rapport avec ce que je disais tout à l'heure à propos de la Vendée, donc ce monde écrasé, fermé, complètement bloqué, incapable de s'ouvrir donc à l'avenir. Ici, au contraire, ce sont les valeurs du nouveau monde donc, qui s'imposent donc, continuellement. Deuxième lecture, c'est le passage où, dans la deuxième partie, Hugo évoque, en prenant de la hauteur, cette œuvre absolument extraordinaire accomplie par la Convention. Et donc c'est un hymne à la Convention. Vous allez voir que cela passe par l'utilisation de toutes ces métaphores dont j'ai parlé. On a là véritablement la création d'un mythe, une transfiguration mythique de la Convention. La Convention. Nous approchons de la grande cime. Voici la Convention. Le regard devient fixe en présence de ce sommet. Jamais rien de plus haut n'est apparu sur l'horizon des hommes. Il y a l'Himalaya et il y a la Convention. La Convention est peut-être le point culminant de l'histoire. Du vivant de la Convention, car cela vit, une assemblée, on ne se rendait pas compte de ce qu'elle était. Ce qui échappait aux contemporains, c'était précisément sa grandeur. On était trop effrayé pour être ébloui. Tout ce qui est grand a une horreur sacrée. Admirer les médiocres et les collines, c'est aisé. Mais ce qui est trop haut, un génie aussi bien qu'une montagne, une assemblée aussi bien qu'un chef-d'œuvre, vu de trop près, épouvante. Toute cime semble une exagération. Gravir fatigue, on s'essouffle aux escarpements, on glisse sur les pentes, on se blesse à des aspérités qui sont des beautés. Les torrents en écumant dénoncent des précipices, les nuages cachent des sommets. L'ascension terrifie autant que la chute. De là, plus d'effroi que d'admiration. On éprouve ce sentiment bizarre, l'aversion du grand. On voit les abîmes, on ne voit pas les sublimités. On voit le monstre, on ne voit pas le prodige. Ainsi fut d'abord jugée la Convention. La Convention fut toisée par des myopes. Elle, faite pour être contemplée par des aigles. Aujourd'hui, elle est en perspective et elle dessine sur le ciel profond, dans un lointain, serein et tragique, l'immense profil de la Révolution française. Le 14 juillet avait délivré. Le 10 août avait foudroyé. Le 21 septembre, fonda. Le 21 septembre, l'équinoxe, l'équilibre, Libra, la balance. Ce fut suivant la remarque de Rome, sous le signe de l'égalité et de la justice, que la République fut proclamée. Une constellation fit l'annonce. La Convention est le premier avatar du peuple. C'est par la Convention que s'ouvrit la grande page nouvelle et que l'avenir d'aujourd'hui commença. Alors, à cet éloge extraordinaire, emphatique, prononcé par Hugo, on pourrait opposer naturellement la terreur. C'est là qu'est le problème. Et Hugo évoque les monstruosités de la terreur. Il dit de la Convention, de ce lieu d'où sortent ces mesures extraordinaires, que c'est un lieu terrible, et il le montre par une image. La table du président de la Convention porte les piques avec les têtes coupées par la guillotine. Les têtes coupées, portées au bout d'une pique, se sont égouttées sur cette table de la Convention.
Donc ce lieu extraordinaire est en même temps le lieu donc, des horreurs les plus noires, ou les plus rouges, hein, si l'on veut. Et donc, ce qui fait problème, c'est 93. On n'a même pas besoin de dire 1793, tellement, quand on dit 93, on sait ce que c'est. C'est la terreur, hein, c'est l'année de la terreur. Et c'est le titre du roman. C'est un titre dont on voit bien la portée provocatrice. Hein. Si on veut faire l'éloge de la Révolution, on va dire 89, on ne va pas dire 93. Or, Hugo met 93. Et non seulement il met 93, mais il se l'approprie, ce 93, il se l'approprie orthographiquement. Vous avez peut-être cru à une faute d'orthographe dans l'écriture, mais non, c'est ainsi que Hugo orthographie 93 en réunissant 80 et en détachant 13. Hein, donc il s'approprie orthographiquement le 93 en mettant du coup en valeur le 13 qu'on représente dans la plupart des éditions avec une minuscule, alors qu'en réalité, il faudrait une majuscule. Dans le manuscrit de Hugo, c'est une majuscule, 93. Et donc, le 13, c'est le chiffre maudit. Hein, donc, la terreur, c'est normalement ce qui est maudit. Hein. On dit, ah oui, 89, c'était bien, mais 93, c'était horrible. Et donc, Hugo, le but du roman de Hugo, c'est de transformer le 13 maudit en 13 au moins acceptable, un 13 qui ne remette pas en question la grandeur de la Révolution. Et personne plus que Hugo ne sait ce que vaut ce qui s'est passé pendant cette année 93. Hugo n'a pas toujours été celui qu'il est au moment où il écrit ce roman. Il a été à ses débuts royaliste, hein, et il a dénoncé de manière extrêmement violente l'année 93 et la terreur. Il a dénoncé l'illégitimité de l'insurrection, il a dénoncé les violences et les horreurs de 93, il a dénoncé le règne de la guillotine, il a dénoncé la répression de la Vendée, il a même écrit une ode à la Vendée où il rappelait les martyrs de la Vendée. Il a, en 1834, il a chanté 89 contre 93 en disant « 93 en un mot, point noir dans le ciel de 89 ». Donc là, on est dans le 13 maudit. 89, donc pour lui, à ce moment-là, c'est un paradis rêvé, alors que 93, c'est un enfer réalisé. Et c'est seulement à partir de 1848 et surtout à partir de 1851, au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, que Hugo a saisi la Révolution comme un tout et qu'il a refusé de séparer 93 de 89. 93 trouve une place dans le processus, dans le projet révolutionnaire global. Et donc Hugo, tout en reconnaissant les horreurs de l'année 93, va affirmer leur sens, au double sens, là encore, du mot. Ils vont dans la bonne direction et ils ont du sens, de la signification. Et donc, la Révolution, c'est un bloc. On ne peut l'aimer que globalement. Et 93 fait partie du processus révolutionnaire. Cela fait partie de la réalisation d'ensemble du projet révolutionnaire qui conduit vers la liberté, vers le progrès et vers le bonheur humain. Ce sont les trois concepts par lesquels Hugo définit la grandeur du projet
révolutionnaire. Et donc, on voit effectivement dans le texte Hugo montrer donc ces violences et ces horreurs de 93 qui ne sont absolument pas cachées. On a longtemps, certains ont longtemps essayé de minimiser ces horreurs commises par les révolutionnaires de 93. Bon, ça n'est pas le cas de Hugo. Il met en scène de manière fictive, la scène n'a pas existé dans la réalité, la réunion des trois géants de la Révolution, Robespierre, Danton et Marat, et lors de cette réunion, Robespierre inspire la décision d'envoyer Simondin, celui qui est le plus inexorable, contre la Vendée. Et donc, Robespierre est présenté là comme la source des horreurs qui vont être commises donc en Vendée, alors que la scène n'a pas existé. Hugo l'invente, donc il montre bien, il veut bien montrer donc qu'il y a là quelque chose qui est à l'origine de toutes ces horreurs donc commises par la Révolution. Et puis il y a cet objet mythique qu'est la guillotine, qui joue un rôle extrêmement important dans le roman. La guillotine qui, à l'origine, devait servir à remplacer le gibet qu'on trouvait horrible, et la guillotine, c'était ce qui devait apporter la mort douce, la mort plus douce que le gibet, et donc elle se transforme avec la terreur donc en monstre froid, terrible. Hugo l'évoque avec son portique de bois et son couperet en fer, c'est un monstre de fer, et l'image à la fin du roman terrible, c'est l'image de la guillotine que l'on dresse en face de la forteresse de la Tourgue, en face du monstre de pierre, il y a le monstre de fer, c'est l'Ancien Régime devant lequel vient se dresser donc la modernité avec la guillotine. Et donc il y a là une présence donc des horreurs révolutionnaires bien marquées donc dans le texte à travers ce face-à-face. Hugo va mettre en scène le débat autour de cette terreur avec l'opposition de ces deux personnages, Simondin et Gauvin, qui sont liés, très proches l'un de l'autre, puisque Simondin a été le précepteur et est devenu le maître spirituel. C'est lui qui a amené l'aristocrate Gauvin à s'engager dans la Révolution. Donc il lui a fait trahir sa classe, si l'on veut, et donc il en est très proche, mais il va y avoir donc cet affrontement brutal donc, entre ces deux personnages. Et donc Simondin représente le partisan de la terreur, de l'utilisation de la terreur. La révolution sera la justification de la terreur, dit-il, et il considère que Gauvin, qui défend au contraire la clémence, et c'est pour ça que Robespierre envoie Simondin surveiller Gauvin, c'est parce que Gauvin passe pour un clément, ce que montre le texte, puisque à Dole, il fait échapper à la mort 300 paysans et tout un groupe de religieuses, alors que la règle, c'était qu'il ne fallait pas faire de prisonniers, qu'il fallait exécuter les prisonniers. Donc lui, les épargne, donc c'est un clément, et Simondin considère le clément qu'est Gauvin comme un poète, comme un doux rêveur. Méfie-toi des poètes, lui dit-il. Donc ceux qui ne sont pas dans la rigueur implacable de l'exécution des prisonniers et de toutes les exactions les plus terribles contre les insurgés, ce sont des gens qui ne sont pas dans la réalité. Et donc lui est le partisan Simondin donc de la violence la plus absolue. La révolution se réalisera à travers cette violence.
alors que Gauvin défend au contraire donc la clémence. Il dit que le terme amnistie, c'est le plus beau terme de la langue humaine, et il prophétise qu'un jour, peut-être, la terreur fera que l'on dénigrera la révolution. La révolution, l'image de la révolution pâtira de l'utilisation de la terreur. Et donc il plaide pour une république de la clémence, Gauvin. Et ces deux personnages s'opposent dans la conception qu'ils ont à partir de là de la République et de la Révolution tout entière, dans la mesure où Simondin plaide pour une république qui serait la république de l'absolu. Il plaide pour une révolution qui aboutira dans l'absolu à la rigueur des principes, à quelque chose d'absolument inhumain. On ne peut y arriver que par la force, que par la tyrannie de la force. Il ne faut tenir compte en rien de l'humain. Il faut concevoir donc une république qui sera la république de l'absolu, alors que de l'autre côté, Gauvin plaide, lui, pour une république de l'idéal, c'est-à-dire une république humaniste, une république qui aboutirait au bonheur, à la raison, à la réalisation personnelle de chacun. D'un côté, Simondin est représenté comme l'homme de l'ombre, alors que Gauvin est représenté comme l'homme de la lumière, c'est-à-dire que le narrateur, Hugo, prend parti. Il n'y a pas de débat dont on ne saurait pas pour qui penche Hugo. Il est clair que Hugo penche pour Gauvin, et pas pour Simondin. Simondin, c'est l'homme de l'ombre, c'est l'homme qui a tort, alors que Gauvin, c'est l'homme qui a raison. La révolution, c'est la révolution donc qui doit mener à l'émancipation des hommes, qui doit mener donc au progrès, au bonheur, à la lumière donc des hommes. La révolution, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est l'enfance. Autre grand mythe présent dans le roman, mythe révolutionnaire, on sait le papa gâteau qui était Hugo, et donc il a une tendresse toute particulière pour les enfants, pour l'innocence des enfants, qui est évoquée dans le texte. Les enfants gazouillent, il y a toute une admiration de Hugo pour l'émerveillement des enfants devant les cloportes qui grouillent dans le plancher, etc. Mais ce qui est surtout mis en valeur dans le texte, c'est la puissance d'avenir des enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, c'est la force des faibles. Ces enfants ont été pris en otage, ils ont failli périr dans l'incendie de la bibliothèque, ils sont sauvés, et ils représentent la puissance de l'avenir. C'est la force des faibles que ces enfants, et l'avenir est fait pour ces enfants. Et même Hugo va plus loin, puisqu'il présente ces enfants en train de déchirer et de mettre en charpie un ouvrage extrêmement beau qu'il y a dans la bibliothèque. C'est un ouvrage qui porte sur le sacrifice de Saint Barthélemy, et donc ils mettent en charpie cet ouvrage, mais de cette charpie se dégage dans la lumière du soleil qui pénètre par la fenêtre, se dégagent des papillons. La charpie fait des papillons. Et donc, ce qui est montré extraordinairement là par Hugo, c'est qu'il y a dans l'enfance une puissance destructrice. Ils détruisent le passé. Ce bouquin, donc, avec sa belle couverture, etc., sa reliure, c'est le passé. Donc, ils le détruisent, ce passé, mais ils inventent quelque chose, c'est cette beauté
ces papillons qui volent dans les rayons de lumière, c'est l'avenir. Et donc ces enfants représentent cet avenir, ça passe par la destruction du passé et la renaissance vers quelque chose de neuf. Enfin, de ce débat entre Simondin et Gauvin se dégage ce qui fait pour Hugo le sens de la Révolution et ce qu'est pour Hugo le mythe de la Révolution. La Révolution, pour Hugo, c'est un bloc. C'est quelque chose que l'on ne peut pas découper en période. Il n'y a pas 89, puis 93. C'est un bloc dans lequel 93 entre. C'est une représentation totale de la Révolution. La Révolution a commis des crimes, pourquoi le dissimuler? À quoi bon les atténuer? Qu'a-t-elle besoin d'excuses? Elle est immense. La Révolution a été colossale, terrible et salutaire. C'est-à-dire qu'il faut prendre la Révolution dans sa totalité. 89 n'a pas été une horreur qui dénigrerait, comme le faisait craindre Gauvin dans sa prophétie, la Révolution. 93 s'accepte. Il n'y a pas d'éloge des horreurs. Hugo a horreur, ça lui répugne. Vis-à-vis de la commune, il n'a pas participé à la commune, il a accueilli des communards, il les a aidés, etc. Mais Hugo n'était pas communard. Il a horreur de l'insurrection populaire, il a horreur de la guillotine, il a lutté contre la peine de mort. Donc, il n'y a pas d'éloge de ces horreurs, mais il y a un effort absolument intellectuel et affectif extraordinaire pour dire ça n'était pas évitable. Si ces horreurs n'avaient pas existé, s'il n'y avait pas eu 93, eh bien, il n'y aurait plus les résultats de 89. La révolution ne se serait pas déroulée. 93, c'est ce qui a permis la continuation de la révolution. Alors c'est horrible, mais c'était nécessaire. Voilà la réflexion de Hugo. Il ne pouvait pas en être autrement. L'ancien régime avait été tellement horrible qu'il était impossible de le remplacer de manière pacifique. Ça ne pouvait passer que par la violence. Il y a une nécessité de la violence. La violence s'inscrit dans la nécessité des choses. Et donc, il y a là une acceptation, une explication. Ce n'est pas une légitimation, mais une acceptation. Enfin, c'est très compliqué là. C'est vraiment tout dans la nuance. Il n'y a pas d'éloge, pas de légitimation, mais une explication et une acceptation, une espèce de coup d'espérance, de dire, bon, j'accepte ça, parce que je comprends que sans ça, il n'y aurait rien eu. Et donc, il y a là vraiment un effort de compréhension et de dépassement chez Hugo. Et l'argument dernier, pour Hugo, c'est l'argument divin, providentialiste, dans la perspective de Hugo. Derrière ce qui se passe dans le monde visible des hommes, il y a une force invisible qui est Dieu. Et les hommes ne sont que les greffiers de l'histoire. Les hommes ne font pas l'histoire. Derrière, les hommes font ce qu'ils veulent, ils sont libres, et donc ils sont engagés dans leur existence. La responsabilité de ce qu'ils font est totale, mais derrière, celui qui magouille tout ça, celui qui arrange tout ça, c'est Dieu. Et donc, la direction de l'histoire, c'est Dieu qui la détient. Desmoulins, Danton, Marat, Grégoire et Robespierre ne sont que des greffiers. Le rédacteur énorme et sinistre de ces grandes pages a un nom, Dieu. Les événements dictent,
les hommes signent. Donc, Dieu est finalement derrière tout cela. Alors, on a beaucoup de mal à comprendre ce que veut Dieu. On comprend qu'on soit troublé par tout ce qui est arrivé pendant la terreur, mais il y a derrière cela le projet divin et il faut accepter ce projet divin. La Vendée a servi le progrès, dit Hugo. Donc, la Vendée a été l'objet d'horreur, mais elle a servi le progrès, c'est-à-dire la révolution, qui est progrès. Donc, voilà comment Hugo règle finalement le problème et comment, par ce mythe de la révolution comme bloc, il dépasse les problèmes que pouvaient faire naître les horreurs de la terreur. On est là à l'inverse avec ce dernier argument divin de la vision de Joseph de Maistre, qui est le théoricien de la contre-révolution. Joseph de Maistre disait que c'était Dieu qui était derrière cela, effectivement, mais que la révolution, c'était une punition envoyée par Dieu aux hommes. Donc Dieu punit les hommes, il les conduit à l'expiation et à la régénération par les malheurs qu'il leur a infligés. Donc c'est le même argument divin, mais dans un autre sens, renversé par conséquent. Troisième lecture, c'est la lecture qui évoque la rencontre de Simondin et de Gauvin. Gauvin a été condamné à mort parce que, fasciné qu'il a été par le geste accompli par Lantenac de libérer, de sauver les enfants. Gauvin l'a libéré de la prison. Or, il est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire et Simondin rend visite à Gauvin dans la prison et on assiste alors à un dialogue entre ces deux personnages qui exposent leur conception de la révolution. Et le passage que va lire Mélina, c'est la fin de l'entretien entre Simondin et Gauvin. Gauvin continua. D'ailleurs, que m'importe la tempête si j'ai la boussole, et que me font les événements si j'ai ma conscience. Et il ajouta de cette voix basse, qui est aussi la voix solennelle, il y a quelqu'un qu'il faut toujours laisser faire. Qui ? Demanda Simondin. Gauvin leva le doigt au-dessus de sa tête. Simondin suivit du regard la direction de ce doigt levé et, à travers la voûte du cachot, il lui sembla voir le ciel étoilé. Ils se turent encore. Simondin reprit. Société plus grande que nature. Je te le dis. Ce n'est plus le possible. C'est le rêve. C'est le but. Autrement, à quoi bon la société ? Restez dans la nature, soyez des sauvages. Otaïti est un paradis. Seulement dans ce paradis, on ne pense pas. Mieux vaudrait encore un enfer intelligent qu'un paradis bête. Mais non, point d'enfer. Soyons la société humaine. Plus grande que nature. Ouais. Si vous n'ajoutez rien à la nature, pourquoi sortir de la nature ? Alors contentez-vous du travail comme la fourmi et du miel comme l'abeille. Restez la bête ouvrière au lieu d'être l'intelligence reine. Si vous ajoutez quelque chose à la nature, vous serez nécessairement plus grand qu'elle. Ajouter, c'est augmenter. Augmenter, c'est grandir. La société, c'est la nature sublimée. Je veux tout ce qui manque aux ruches, tout ce qui manque aux fourmilières. Des monuments, les arts, la poésie, les héros, les génies.
Porter des fardeaux éternels, ce n'est pas la loi de l'homme. Non, 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 plus de parias, plus d'esclaves, plus de forçats, plus de damnés. Je veux que chacun des attributs de l'homme soit un symbole de civilisation et un patron de progrès. Je veux la liberté devant l'esprit, l'égalité devant le cœur, la fraternité devant l'âme. Non, plus de joues. L'homme est fait non pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir des ailes. Plus d'hommes reptiles. Je veux la transfiguration de la larve en lépidoptère. Je veux que le ver de terre se change en une fleur vivante et s'envole. Je veux... Il s'arrêta. Son œil devint éclatant. Ses lèvres remuaient. Il cessa de parler. La porte était restée ouverte. Quelque chose des rumeurs du dehors pénétrait dans le cachot. On entendait de vagues clairons. C'était probablement la Diane. Puis des crosses de fusil sonnant à terre. C'étaient les sentinelles qu'on relevait. Puis, assez près de la tour, autant qu'on en pouvait juger dans l'obscurité, un mouvement pareil à un remuement de planches et de madriers, avec des bruits sourds et intermittents qui ressemblaient à des coups de marteau. Simourdin, pâle, écoutait. Gauvin n'entendait pas. Sa rêverie était de plus en plus profonde. Il semblait qu'il ne respirât plus, tant il était attentif à ce qu'il voyait sous la voûte visionnaire de son cerveau. Il avait de doux tressaillements. La clarté d'aurore qu'il avait dans la prunelle s'agrandissait. Un certain temps se passa ainsi. Simourdin lui demanda « À quoi penses-tu » ? « À l'avenir, » dit Gauvin. Pas mal, hein, Victor? Donc, on voit que 93, c'est une machine politique de mémoire. Et donc, je voudrais, pour terminer, évoquer quelques retentissements contemporains de cette machine de guerre des mémoires, en montrant donc tout d'abord comment cette Vendée a été l'objet donc, dans les décennies récentes d'une mémoire de célébration, allant de pair avec la malédiction de la révolution qu'a subie donc cette Vendée. Il y a tout un courant donc, de mémoire qui célèbre l'insurrection de la Vendée de 1793, l'héroïsme des Vendéens, des chefs et des paysans vendéens, toute une défense de l'identité du peuple vendéen et de ses valeurs, la royauté, le catholicisme, la tradition, la famille, le mode de vie rural, etc. Et de l'autre côté, donc, malédiction de la Révolution, toutes les horreurs, la terreur établie contre les Vendéens par ces révolutionnaires qui en ont fait donc des martyrs. Un des moments forts de cette mémoire vendéenne a été la thèse de Reynald Séché, Contribution à l'étude du génocide franco-français, sous la direction de Pierre Chaunu à la Sorbonne. C'est la thèse qui a défendu le propos du génocide vendéen. Selon Séché, la terreur, c'est un génocide, c'est-à-dire la volonté institutionnalisée de détruire la Vendée en tant que telle, détruire le peuple vendéen en tant que tel. C'est la définition du génocide. Il faut l'intention de détruire donc une race, une ethnie, un peuple pour ce qu'il est. Et donc Séché défend cette thèse et cette thèse est répandue avec beaucoup de retentissement médiatique. Il est reçu chez Pivot en 1984. Enfin, il y a beaucoup de battage autour de cette thèse, qui est répandue également par un roman qui rencontre en 1984 un grand succès. C'est le roman de Michel Ragon, Les Mouchoirs rouges de Cholet, qui raconte donc
comment un village du bocage vendéen a été touché donc, par cette terreur des colonnes infernales de la fin 93, a brûlé, et comment donc il va revivre et à nouveau disparaître. Et donc le terme de génocide est repris par Michel Ragon à plusieurs reprises, sans d'ailleurs aucune définition ni aucune argumentation. Donc la thèse du génocide donc, est fortement appuyée, discutée, ça donne lieu à des débats forcenés dans les années 80-84 exactement. Il y a également la béatification à Rome de 99 martyrs de la foi par le pape Jean-Paul II en 84, des Vendéens qui avaient été exécutés à Angers et Avrillé en 93-94, et d'autres béatifications sont toujours en cours. Actuellement, il y a des béatifications d'exécutés vendéens donc en cours. Donc la dimension religieuse de la mémoire vendéenne est très très forte et donne lieu à des actions auprès de l'autorité religieuse. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est le Puy du Fou. Le Puy du Fou, donc c'est un spectacle créé en 1978 par Philippe de Villiers, qui a beaucoup évolué depuis. À l'origine, c'était un spectacle qui racontait l'histoire d'une famille vendéenne de la Renaissance au XXe siècle, en passant donc par l'épisode de la guerre de Vendée, et en particulier l'épisode de la Terreur de 1793. Et donc c'est un spectacle qui mettait l'accent sur les horreurs subies par la Vendée, et la scène clé de ce spectacle, outre donc le château qui brûlait, le Puy du Fou, c'est un château qui a été incendié par les colonnes infernales dont je parlais tout à l'heure, et donc outre cette scène du château incendié, la scène qui fait pendant, positive pour la défense de la Vendée, c'est la scène où l'on voit un des chefs vendéens nommé Bontemps accorder son pardon et leur vie aux prisonniers donc, républicains qui avaient été qui avaient été emprisonnés. Et donc, contre la férocité des républicains, c'est la démonstration de la clémence donc, des chefs. Et il y a chez Philippe de Villiers qui écrit ces textes, c'est lui qui signe tous les textes des spectacles, les scénarios des spectacles. Donc il y a chez Philippe de Villiers toujours une exaltation des chefs. Il n'est pas aristocrate pour rien, c'est la fascination pour les chefs. Et donc ça s'exprime dès le premier spectacle, donc à travers cette clémence donc, de Bontemps. Bon, le Puy du Fou donc, a beaucoup évolué, et donc ensuite il y a eu une volonté de multiplier les spectacles, et donc il y a quelques spectacles qui portent spécifiquement sur la Vendée, mais au milieu d'autres spectacles donc, qui concernent d'autres époques de l'histoire donc, française. Parmi les spectacles qui nous intéressent parce qu'ils concernent la Vendée, donc il y a un spectacle intitulé « Le dernier panache » créé en 2016, qui raconte là encore l'histoire d'un chef, c'est Charette, un grand général vendéen, arrêté et fusillé en 1796. Et donc son panache, c'est la plume de son chapeau. Donc il meurt, il est tué donc par les révolutionnaires, mais son panache, la plume de son chapeau, lui survit. Donc c'est l'héroïsme vendéen qui est exalté. Donc là, la thèse du génocide est reprise sans être explicitement formulée. On parle de dépopulationner la Vendée, etc. Donc, mais la thèse du génocide soutient donc à nouveau le spectacle. Charette fascine Philippe de Villiers qui
écrit un roman consacré à Charette, et tout récemment, en 2022, il y a eu ce film co-créé par le Puy du Fou et Canal+, de Bolloré, Vaincre ou mourir, qui raconte donc l'épopée tragique de Charette et le martyre donc, de tout le peuple vendéen. Donc, Philippe de Villiers a expliqué lui-même la portée de son entreprise. Il s'agit, avec la création du Puy du Fou, de répondre à une dette morale, dit de Villiers, envers le génocide vendéen. Il s'agit de réparer l'injustice subie par la Vendée, et il s'agit donc de réclamer réparation donc de cette injustice subie par la Vendée. Donc c'est un véritable combat politique et culturel qui est mené de manière explicite donc par Philippe de Villiers. Il s'agit de défendre donc pour lui l'identité vendéenne, nostalgie royaliste, aristocratique, patriarcale. Le soutien de CNews, de Bolloré, va dans ce sens. Il s'agit de défendre l'enracinement d'un territoire, la pureté originelle de ce territoire. Nous ferons vivre et revivre la Vendée, car nous sommes les dépositaires d'une culture paysanne en train de mourir. Donc c'est défendre une forme de culture qui est le but donc de Philippe de Villiers. On retrouve enfin, toujours dans cette célébration du mythe vendéen, la célébration du bicentenaire de l'insurrection en 1993. La République avait célébré 89, et donc quelques années après, on célèbre donc la mémoire de la Vendée avec l'insurrection de 93. Le sommet, c'est le 25 septembre, la venue d'Alexandre Solzhenitsyn pour l'inauguration d'un mémorial où il y avait eu un lieu où il y a eu un horrible massacre, dont 110 enfants, commis par les Républicains le 28 février 1794. Et donc il s'agit à cette occasion de défendre à nouveau la Vendée. Le discours de Solzhenitsyn rappelle les horreurs de la terreur, la volonté d'extermination et d'anéantissement, en particulier des enfants, et le discours de Solzhenitsyn fait de la Vendée la première victime des totalitarismes modernes. Et depuis cette manifestation, il y a des demandes régulières, on le sait peu, mais il y a des demandes régulières de reconnaissance du génocide vendéen qui sont déposées à l'Assemblée et au Sénat. Jusqu'à maintenant, ce sont des refus plusieurs refus qui ont été prononcés, mais il y a un véritable militantisme vendéen autour, en particulier, de Philippe de Villiers et du Puy du Fou et de CNews, par des écrits, par le film, etc. Deuxième chose sur quoi je voudrais insister, c'est la condamnation de la Révolution ou le paradoxe du bicentenaire de 89. En 89, donc, on choisit de commémorer la Révolution de 89, et là, il va se produire un énorme paradoxe, c'est qu'au lieu de célébrer les acquis de la Révolution, comme l'aurait fait Hugo, c'est le contraire qui se produit. Il y a tout un travail de colloques, d'écrits d'historiens, etc., qui vont mettre en accusation la grandeur du mythe révolutionnaire. Et donc, on va, en particulier autour d'historiens comme François Furet et Mona Ozouf, qui vont donc montrer toutes les failles, toutes les insuffisances et tous les défauts donc de l'héritage révolutionnaire. Ça aboutit en 88 à un dictionnaire critique de la Révolution
française montre bien donc la volonté de remise en question de la représentation des choses. Alors, c'est vrai que ça souligne un certain nombre de manques, en particulier les horreurs commises par la terreur des révolutionnaires avaient quelquefois été minorées, et donc là, les travaux d'historiens locaux font apparaître l'immensité. Plus personne ne conteste aujourd'hui l'immensité de ces horreurs. La Révolution, donc, se retrouve ruinée, du coup, par la terreur, et la prophétie de Gauvin se trouve réalisée, du coup, donc, puisque la grandeur de la Révolution disparaît devant le soulignement de toutes ces horreurs. 1793 tue 1789, ce qu'avait voulu précisément éviter Hugo. Bon, cette mise en cause de la Révolution française s'inscrit alors de manière très forte dans la dénonciation de tous les totalitarismes. La Révolution conduit à la terreur, non pas parce qu'il y a quelques individus qui font dériver les choses, mais parce qu'il est dans l'ordre normal de la Révolution de conduire à la terreur et de conduire à l'horreur. Et on s'appuie sur la révolution soviétique qui aboutit à Staline et au Goulag. Et donc, les révolutions se passent toujours comme ça, quoi. Ça se termine toujours mal. C'est l'ordre des choses, c'est la structure même du fonctionnement de la révolution. Et les utopies, on décrète les utopies extrêmement dangereuses, parce que les utopies veulent atteindre un idéal, et que pour atteindre un idéal, on ne peut qu'utiliser la violence, on est obligé de contraindre, et donc pour changer le monde, on ne peut passer que par la violence, par les horreurs, etc. Et la Vendée apparaît donc au premier rang de ces victimes du fonctionnement révolutionnaire, et donc l'interprétation est très discutée, ça donne lieu à beaucoup de débats, mais on voit à quel point donc les choses arrivent. On voit des Polonais, par exemple, se réclamer de la Vendée en disant que la Vendée, c'est l'exemple de la résistance à un régime totalitaire, comme eux, les Polonais, ont résisté contre l'URSS. Donc c'est la même chose. La Vendée prend valeur universelle, ça devient un exemple de résistance contre les forces révolutionnaires qui ne peuvent que conduire à la violence et aux horreurs. Et donc, il y a là vraiment une bataille des mémoires, et je voudrais terminer donc en évoquant le travail des historiens, de certains historiens, pour essayer de mettre tout ça au clair et essayer de faire apparaître donc les choses de manière un peu plus rationnelle. Je voudrais citer l'exemple en particulier d'un historien qui s'appelle Jean-Clément Martin, qui a écrit un très grand nombre d'ouvrages sur la Vendée, et qui essaie donc de remettre les faits derrière les mythes. Les mythes sont toujours construits, donc remettons des faits derrière les mythes. Et Jean-Clément Martin donc essaie de rétablir donc un certain nombre de faits, et d'autre part il essaie de faire rentrer dans le domaine de l'histoire l'histoire des mémoires, essayer de voir comment dans le temps se déroulent les batailles de mémoire, comment évoluent ces batailles de mémoire, et donc la bataille des mémoires devient un objet historique chez Jean-Clément Martin. Et donc on voit par exemple sur le plan des faits, Jean-Clément Martin montrer par exemple comment chez Hugo se construit le mythe de la Vendée. Par exemple, Hugo décrète qu'il y a un paysage vendéen, alors que, dit Jean-Clément Martin, les paysages vendéens, il y en a au moins une bonne douzaine. La Vendée ne se réduit pas donc au bocage
aux forêts mystérieuses, etc., évoquées par Hugo. Donc, pour construire un mythe, hein, on simplifie, on résume, etc. Donc, l'historien peut montrer comment se construisent ces mythes de la Vendée. Ou bien, les paysans vendéens sont tous présentés comme des insurgés, alors qu'en réalité, il y a eu des patriotes vendéens, il y a eu des républicains vendéens qui souvent n'ont pas été récompensés de leur patriotisme parce qu'ils ont été massacrés par les républicains comme les insurgés. Et donc, le peuple vendéen n'était pas aussi uni qu'il n'est présenté habituellement dans ces mythes que l'on construit. Ou bien encore, on présente la Vendée, c'est ce qui justifie le génocide, on présente la Vendée comme à part, elle a été victime d'un sort qui n'est qu'à elle, alors qu'en réalité, il est facile de montrer que la Vendée, que les violences exercées contre la Vendée se sont exercées en beaucoup d'autres endroits, ce qui remet en question le mythe du génocide. Hein. Il y a eu des révoltes à Bordeaux, à Lyon, à Caen, à Marseille, et on a évoqué, les violences ont été souvent très semblables à ce qui s'est passé en Vendée. Donc on n'a pas voulu exercer en Vendée une violence particulière parce que c'était les Vendéens. Les violences de la terreur, ce sont des violences qui se sont déroulées donc en beaucoup d'autres endroits, donc de la même manière. Et donc le problème du génocide est repris, rediscuté. On en arrive du point de vue historien à un refus de la théorie du génocide que continue à défendre Philippe de Villiers et tout un militantisme vendéen, mais les historiens tendent à montrer qu'il n'y a pas eu de génocide vendéen. Jean-Clément Martin montre qu'il n'y a pas eu de décret, de loi du gouvernement républicain disant qu'à partir de telle date devait s'appliquer une répression de la Vendée particulière et aboutissant à la destruction de la Vendée parce que la Vendée était ce qu'elle était. Jean-Clément Martin dit avoir épluché tous les décrets, toutes les lois de la Convention et n'avoir rien trouvé de tel. Alors, ce qui est vrai, dit Jean-Clément Martin, c'est qu'il y a eu une rhétorique révolutionnaire absolument démente, violente, mais qui s'appliquait pas seulement à la Vendée. Il y a eu un dénommé Barrère, par exemple, qui s'est pris pour Caton l'Ancien en 150 avant Jésus-Christ. Caton répétait, les latinistes s'en souviennent, delenda Carthago, l'exemple de l'adjectif verbal d'obligation. Il faut détruire Carthage. Et donc, Barrère continuait, répétait continuellement, il faut détruire la Vendée. Mais il faut détruire la Vendée, ça ne veut pas dire il faut détruire la Vendée parce qu'elle est la Vendée. Ça veut dire les Vendéens sont des brigands, sont des insurgés, mais comme d'autres étaient des insurgés, et on disait la même chose des autres insurgés. Donc on ne voulait pas détruire les Vendéens en tant que tels. La République était un peu affolée. On a eu peur de la Vendée, Paris a eu peur de la Vendée à un moment. On a cru qu'il y avait une armée royaliste qui pouvait partir de Vendée et se diriger sur Paris. Et donc on les appelait les brigands de la Vendée. On a voulu donc réagir contre ça. Donc ça a été un discours extrêmement violent. Il y a eu un langage exterminateur extrêmement violent. Mais ce langage exterminateur ne doit pas se confondre avec le langage du génocide. Si on donne une définition précise à génocide, c'est Raphaël Lemkin, l'ancien procureur de Varsovie, qui est à l'origine de la notion de génocide. Et donc, il faut une intention nettement proclamée, etc., de destruction du peuple pour ce qu'il est, de sa tradition, de ses valeurs, etc. Et donc, on ne trouve rien de tel donc, là-dedans. Et Jean-Clément Martin pense que le mythe de la terreur a été inventé
par les Thermidoriens à la chute de Robespierre, quand Robespierre a été arrêté et exécuté, le 9 Thermidor, les Thermidoriens, dont le Barère, dont je viens de parler, qui hurlait Delenda la Vendée, se carrèrent pour se dédouaner de toutes les violences qui avaient eu lieu, comme les Thermidoriens se sont affirmés contre la violence des montagnards représentés par Robespierre. Donc ces Thermidoriens ont prétendu donc que c'était Robespierre qui avait incité donc à la terreur en Vendée, et c'est ainsi créé le mythe de Robespierre comme individu à l'origine de la terreur en Vendée. Mais c'est un mythe qui a été créé donc, par les Thermidoriens après la chute de Robespierre. Mais ça n'est pas la réalité historique selon Jean-Clément Martin. Je voudrais pour terminer vous faire entendre un dernier texte. C'est un texte tiré d'un livre intitulé de manière amusante « Le puits du faux ». C'est un livre dans lequel un de mes anciens étudiants, qui s'appelle Florian Besson, et 3 autres historiens se sont rendus au Puy du Fou pour assister au spectacle et faire la critique de ces spectacles. Et donc ils ont été absolument éblouis par la qualité technique de ces spectacles. Au Puy du Fou, on connaît les drones depuis bien plus longtemps que l'armée française, et donc ça donne lieu à des spectacles absolument magnifiques. Mais ces 4 historiens qui étaient spécialistes de périodes différentes font la critique ensuite des différents spectacles qui correspondent à leur époque de spécialité. Et donc, ils en tirent la conclusion donc, que au Puy du Fou se développe donc un nouveau roman national, que c'est on essaie d'inventer, donc réécrire l'histoire, et c'est pas propre à la France, on voit Trump faire la même chose aux États-Unis, donc on réécrit l'histoire et on recrée une nation française et on écrit un roman, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses erreurs factuelles dans les spectacles, mais par-delà ces erreurs factuelles, il y a une volonté d'écrire une histoire passéiste, où le passé est glorifié, c'était mieux avant, tout était grand, et c'est ce roman national qui est dénoncé donc par ces historiens. Le Puy du Fou. Le roman national se compose d'images, de lieux, de personnages, et pas seulement de poules gâtinaises. Il s'est forgé peu à peu, en particulier au XIXe siècle, notamment par l'école de la Troisième République, le célèbre manuel d'histoire de Lavis, publié pour la première fois en 1884 et à plusieurs reprises réédité, est souvent considéré comme la Bible du roman national. En utilisant les grandes figures historiques, essentiellement masculines, presque toujours guerrières, systématiquement blanches, en racontant les grandes victoires, en insistant sur la continuité d'une nation française existant depuis les Gaulois, il s'agissait alors explicitement de faire aimer la France aux écoliers. Tributaire des connaissances historiques de son époque et inscrit dans le contexte de fabrication d'un nationalisme guerrier, ce roman national a imposé un certain nombre de mythes historiques qui restent encore aujourd'hui bien ancrés, malgré les efforts des historiens et historiennes pour les déconstruire. Nos ancêtres les Gaulois. Ceux qui vont mourir te saluent. Clovis et le vase de Soissons. Charlemagne a inventé l'école. Messieurs les Anglais tirez les premiers. 1515 Marignan, etc. Depuis les années 2000, on assiste à une véritable résurgence du roman national, porté par des historiens de garde qui n'ont d'historiens que de nom, et qui, le plus souvent, se servent de ces vieux clichés historiques pour diffuser des messages politiques très marqués à droite. Au Puy du Fou, ces visions datées sont reprises sans nuance, ni recul critique dans les divers spectacles du parc, exactement
comme il l'était dans l'émission animée sur CNews par Franck Ferrand et Marc Menant, La belle histoire de France, en 2021. Les acquis de la recherche historique sont totalement ignorés. L'objectif des spectacles n'est jamais de présenter une vision à jour des connaissances historiques sur telle période, tel phénomène, les Red Vikings par exemple, ou tel personnage, mais au contraire, de réutiliser le plus possible des images anciennes qui se sont petit à petit figées dans les imaginaires individuels et collectifs et que le Puy du Fou continue activement à enraciner. La référence à cette histoire scolaire du XIXe siècle est d'ailleurs explicite chez Philippe de Villiers. Son livre évoque à plusieurs reprises le roman national, qu'il écrit le plus souvent avec une majuscule, afin de souligner la dimension presque sacrée de ce récit fondateur. Il ajoute de surcroît que son objectif, en imaginant le spectacle qui allait devenir le signe du triomphe, était d'abord et surtout de reconstituer la scène de Blandine attachée à son poteau devant les lions, scène qui était la première image de la Gaule romaine dans le Malais Isaac de l'école primaire, l'un des manuels scolaires les plus diffusés sous la Troisième République. Bref, si les spectacles du Puy du Fou sont à ce point familiers, c'est qu'ils recréent littéralement des images déjà vues des dizaines de fois dans des manuels scolaires plus ou moins anciens, dans des tableaux, dans les films. Mais où est le problème ? Pour les historiens et les historiennes, le plus problématique, dans le roman national, ce n'est pas qu'il soit national, c'est qu'il s'agisse d'un roman, autrement dit, d'une fiction. Pour le dire autrement, ces images, sans cesse mises en avant, sont certes familières et donc dotées d'une force de séduction considérable, mais elles n'en sont pas moins fausses. Or, comme le montrera le chapitre suivant, le Puy du Fou entretient un rapport pour le moins ambigu et finalement très dérangeant avec le vrai et le faux. 3 millions de spectateurs quand même cette année, des spectacles ouverts au pass. L'éducation. Les étudiants passent à des prix de travail que font les profs d'histoire pendant la nuit. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà, si vous avez des questions.